C'est bon. This meeting is being recorded. Voilà. Ça a dû marcher, on a eu un petit mot. Voilà. Donc, tout d'abord, un grand merci à François Blot de nous consacrer cet échange sur le thème de l'obstination déraisonnable. Je vous présente François Blot en quelques mots. Donc, vous êtes médecin réanimateur, spécialiste d'éthique médicale, président du comité d'éthique à l'Institut Gustave Roussy, auteur d'un livre paru en 2023, Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir, et également l'auteur de plusieurs tribunes, dont celle du Monde que nous avons publiée récemment sur le groupe presse des 184. Donc, je vous laisse donc la parole pour faire une présentation de 10-15 minutes sur le sujet de l'obstination déraisonnable. Donc bonjour à tous à nouveau. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre invitation et de votre confiance pour effectivement échanger après un bref rappel de ma part sur ce qu'est l'obstination déraisonnable. Effectivement, on ne peut pas dire que je sois spécialiste d'éthique, mais en tout cas, voilà, je m'en occupe à Gustave Roussy et j'anime de façon pluri-hebdomadaire et dans tous les services des réunions sur des cas complexes, évidemment en cancérologie, mais je suis également sollicité sur d'autres domaines pour lesquels la question de l'obstination déraisonnable se pose. Alors l'obstination déraisonnable, on l'a longtemps appelé acharnement thérapeutique. D'ailleurs, voilà, on peut dire, l'un ou l'autre, peu importe. La définition très, très rapide comme ça et pas du tout celle que je lis, dans les textes, c'est, l'apport d'un soin ou de traitements qui sont inappropriés ou disproportionnés, à la situation médicale et éventuellement aux besoins, du patient. On va revoir un petit peu tout ça pour voir ça veut dire quoi, disproportionné, inapproprié. Hem, je n'aborde pas pour l'instant, mais on pourra le garder pour la discussion, tout ce qui, à mon sens, rend cette, question éminemment cruciale actuellement et notamment le fait que, je vais pas dire que les choses vont pas aller en s'arrangeant, mais il y a des évolutions de, la médecine, et de la démographie et de la société qui, de ces évolutions font qu'on va, heu, être de plus en plus confronté à des risques d'obstination déraisonnable, du fait, et on y reviendra peut-être dans la discussion, mais d'une médecine qui devient de plus en plus technique, de plus en plus, porteuse de solutions, heu, encore une fois purement techniques, médicamenteuses et cetera, à plein de questions et que donc là, face à cette médecine du faire et du pouvoir agir, bien se pose la question du: à quel moment devient-il déraisonnable de poursuivre et à quel moment, faut-il, revenir à quelque chose de moins médical et de moins technique? On pourra discuter également justement de comment pallier cette obstination déraisonnable en parlant de culture, de stratégie nationale, de formation et cetera. Mais pour revenir à cette, donc définition que je vous ai donnée, donc des traitements ou des soins inappropriés et disproportionnés, hem, ce sont des questions qu'on se pose notamment depuis 20 ou 25 ans, et y compris qui ont été relayées par différentes lois de santé, et qui peut-être, vont être complétées prochainement. En 1999 déjà, on y pense assez peu, mais la première loi, Kouchner, porte sur l'accès universel, en tout cas le plus large possible aux soins palliatifs pour les personnes qui le nécessitent et un traitement de la douleur qui soit conforme à ce que l'on attend. En 2002 arrive, la loi Kouchner, la fameuse loi du 4 mars 2002 qui, prescrit et là on est pile dans le sujet, qui oblige le professionnel à donner une information claire et loyale, qui permet aux patients, à l'usager de santé de, proposer un consentement libre et éclairé face à cette information et donc qui dit consentement, dit aussi possibilité d'opposer un refus
à tel ou tel type d'engagement, de soins, de projets thérapeutiques, et cetera. En 2005 apparaît la loi Leonetti, et je vous redonnerai un exemple très, très concret qu'il se plaît à citer et que j'aime bien. Et cette loi vient en complément, alors ça s'intéresse prédominamment à la fin de vie, bien évidemment, dans cette loi intervient le fait, est cité le fait qu'il devient interdit, d'entrer dans l'obstination déraisonnable, à la fois que ce soit du côté du patient ou du côté du médecin. C'est-à-dire que d'où que vienne la demande, nous ne devons pas nous mettre dans une situation d'obstination déraisonnable. Et ceci, vient en complément d'autres, mesures qui remontent à 2002 ou 2005, qui sont la personne de confiance et les directives anticipées. Tout ça est pour protéger le patient du risque, qui viendrait du corps médical, du corps soignant, de lui infliger cette obstination déraisonnable. Donc en pouvant, depuis 2002, renforcé en 2005, désigner une personne de confiance qui est celle qui est là, l'alter ego en quelque sorte du patient, qui est là pour s'exprimer au cas où le patient serait dans l'incapacité à tel moment de le faire pour une cause neurologique, d'anesthésie générale, et cetera, mais qui est aussi la personne qui doit l'accompagner, au plus près de tout son parcours de soins. Et puis les directives anticipées, elles apparaissent en 2005, elles permettent à la personne de mettre noir sur blanc, ses volontés, si, pour le cas où, là aussi, elle serait en incapacité de s'exprimer. Évidemment, si elle est en capacité de s'exprimer, c'est sa parole directe qui prévaut sur toute autre chose. En 2016, un cran supplémentaire est donné, à ces directives anticipées, une vertu supplémentaire, si je puis dire, c'est que, elles deviennent opposables. On pourra rediscuter de ça, sauf 2 situations d'exception, mais en tout cas, on leur donne une puissance contraignante bien plus forte. Donc ces 2 lois principales, 2002 et 2005, vont dans le sens de la protection du patient contre l'obstination déraisonnable et la possibilité de faire valoir, son point de vue, ses valeurs, ses préférences, ce qu'il souhaite dans son parcours de soins. Mais c'est aussi pour protéger le médecin, que, la loi de 2005, interdit l'obstination déraisonnable. Et je vais vous citer cet exemple dont je vous parlais tout à l'heure que raconte parfois Jean Leonetti. On est en 2004 et il est en train de discuter avec, des réanimateurs, un collègue réanimateur qui, a procédé chez quelqu'un qui était dans une situation de coma chronique, complet, irréversible et qui n'était maintenu en vie artificiellement que par une ventilation mécanique, une ventilation artificielle. Il lui dit: «Alors voilà, vous avez arrêté la ventilation artificielle, chez, monsieur Dupont et donc il est mort juste après, parce qu'il était, maintenu, de ce fait-là». Et le réanimateur répond: «Bah, oui, 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 absolument», et donc Leonetti lui dit: «Vous saviez qu'il allait, mourir dans les minutes ou les heures qui allaient suivre l'arrêt de la ventilation?» Le réanimateur lui répond: «Bah, bien entendu, puisqu'il était maintenu artificiellement avec ça». Vous avez décidé ça, enfin, c'était mûrement réfléchi, c'était pas le matin pour l'après-midi, vous avez, largement, eu le temps d'y penser et cetera. Oui, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui s'est pas fait sur un coin de table, ça a été mûrement réfléchi. Et puis, redit Leonetti, Jean Leonetti, vous avez, réfléchi à ça de façon collégiale. J'imagine que vous n'avez pas décidé tout seul, vous, chef de service, de faire ça. Ah oui, 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 c'est une réflexion complètement collégiale. On a même informé la famille, on a pris en compte les valeurs, exprimées par la personne de confiance, et cetera. Et donc Jean Leonetti répond: «Alors voilà, ce que vous avez fait actuellement, ça s'appelle un crime avec préméditation en bande organisée». Et effectivement, à ce stade-là de la, législation, si on arrêtait des thérapeutiques qui maintenaient quelqu'un en vie, on pouvait se voir objecter le fait que nous n'avions pas fait tout le possible. D'où l'intérêt là pour protéger le médecin et pour protéger le corps soignant d'avoir aussi cette loi qui, le protège lui également dans, la mesure où il décide
là encore une fois, après toute une série de mesures de collégialité, de temporalité, d'autorité, et cetera, de procéder à cette limitation, ne pas poursuivre ou rentrer dans l'obstination déraisonnable. Alors, je vais bientôt avoir fini, hein, je fais j'essaye de faire le plus vite possible. C'est quoi déraisonnable? C'est quoi disproportionné? C'est quoi inapproprié? Quelle est la en évidemment, il est très relatif selon qui nous sommes. Selon que nous sommes X ou Y, selon qu'on est le patient, le proche, le professionnel, c'est très relatif la notion de ce qui est déraisonnable. Alors ce qui nous aide ce qui nous guide dans notre réflexion, ce sont bien sûr les lois dont je viens de parler, mais ce sont aussi des principes éthiques. Et ces principes éthiques, à plein de manières de les décliner, des manières plus ou moins, confuses, et complexes, qui viennent de certains philosophes, mais il y en a une qui est très, très simple, qui vient de 1979, écrite dans un livre, de Childress et Beauchamp, des Américains. Les 4 principes sont, la bienveillance ou la bienfaisance, pardon, la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie et la justice. Hem Ces 4 principes-là, que je vais vous illustrer, très, très, très rapidement, ils nous permettent de, définir quel est le bon soin avec un peu tous les points de vue, celui des soignants, celui du patient, de ces personnes de confiance, et cetera. On pourrait nous dire, bah, en gros, c'est pas compliqué, la valeur du bon soin, elle est quand même écrite, il suffit de lire les thésaurus, les traités médicaux, on sait à peu près ce qui peut marcher, ce qui ne va pas marcher, et cetera. On a ce qu'on appelle une médecine fondée sur les preuves, avec les journaux, les journaux scientifiques, l'expérience médicale, et cetera. Oui, mais pas que. Ces 4 principes éthiques, essayer de faire le bien, donc d'améliorer le patient, bienfaisance, ne pas lui nuire davantage, non-malfaisance, le fameux primum non nocere hippocratique. Respecter l'autonomie du patient, ses valeurs, ses préférences, ses volontés, ses refus éventuels. Et puis la justice, qui est un principe plus métapolitique. Eh bien, ces 4 principes-là ne sont pas écrits dans les livres et chaque cas clinique, chaque cas d'une personne est strictement individuel et doit être lu de façon, individuelle et contextualisée. Et c'est d'autant plus compliqué que, comme je vous disais, c'est pas issu de la médecine fondée sur les preuves et de quelque chose d'écrit dans les livres, mais que c'est aussi très activé, ces 4 principes, par 4 émotions. Également par des biais des biais de pensée, des heuristiques de pensée, des choses très, très compliquées qui font qu'on se croit rationnel, mais on ne l'est pas tant que ça. Et le rôle des émotions joue énormément dans l'activation des leviers, des principes éthiques et dans la décision, en général et dans la décision de santé en particulier. Et ces émotions, par exemple, eh bien, c'est l'empathie, c'est la crainte, c'est le respect. Si on est plus ou moins empathique vis-à-vis d'un patient, en tout cas si on est de nature plus ou moins empathique, ou si tel jour, parce que les circonstances font qu'on est pétri de cette valeur-là, de cette émotion-là, on va activer principalement le principe de bienfaisance. Si on est plutôt, activé par la crainte, eh bien, on va davantage s'intéresser à la non-malfaisance. Essayer avant tout de ne pas nuire. Le mieux étant l'ennemi du bien, on va essayer de pas faire pire que si on ne faisait rien. Et si on est animé plutôt par la valeur ou l'émotion de respect, on va activer principalement le principe d'autonomie. Le respect de l'autonomie du patient, le respect de la personne qui est en face de moi et de ce qu'elle veut, de ce qu'elle dit, et cetera. Et pour vous donner une illustration toute simple, en cancérologie, eh bien voilà, nous avons, une patiente, madame Martin, qui, a un cancer évolué avec des métastases qui rechutent de façon, successive et nous en sommes à la 7e ligne, comme on dit, de traitement, au 7e niveau de traitement, 7e phase, série de chimiothérapie. Le cancérologue qui connaît madame Martin depuis 5 ans, bien, il s'est beaucoup attaché à la patiente évidemment, il y a un lien assez fort qui s'est créé. Il connaît, les habitudes de la patiente. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas indifférent, ce n'est pas que du rapport technique et le cancérologue, il a envie, malgré l'échec
des 6 premières lignes, enfin de la 6e ligne de chimiothérapie, de tenter une 7e ligne de chimiothérapie parce que c'est à la fois la demande peut-être de madame Martin ou en tout cas elle a toujours entre guillemets «voulu se battre» et puis lui, il a envie de bien faire, d'être bienfaisant. Donc là, comme il est très motivé par de l'empathie, il va activer le principe de, bienfaisance. Seulement quelqu'un à côté de lui va lui dire: «Oui mais cher docteur, avez-vous vu», donc l'infirmier par exemple: «Avez-vous vu que madame Martin, quand elle a eu son 6e traitement, eh bien elle l'a très, très mal toléré. Elle a eu des nausées, des vomissements, des diarrhées, des brûlures de la bouche, les globules blancs sont tombés, elle a fait de la fièvre, des infections». Donc déjà la 6e ligne de chimiothérapie est mal passée. Est-ce qu'on peut raisonnablement envisager qu'avec quelque chose du même type, une 7e fois, ça soit pas délétère? Là, c'est la crainte et c'est le principe de non-malfaisance qui va nous activer. On va avoir le souci certes d'améliorer la durée et la qualité de vie de madame Martin avec ce souci de bienfaisance, mais on va avoir aussi le souci de pas lui nuire davantage. Et un 3e larron, on va dire autour de la table au moment où on décide de poursuivre ou pas. Mais moi, je connais bien aussi madame Martin, j'ai discuté avec elle et j'ai discuté avec ses enfants. Madame Martin, elle, ce qu'elle veut là, d'accord, elle s'est toujours battue jusqu'à la 6e ligne, mais ce dont elle a vraiment envie maintenant, c'est de faire ce dernier voyage en Toscane ou dans le Périgord qu'elle a toujours voulu faire et qu'elle a dû retarder à cause des traitements précédents, où elle souhaite être à la maison avec ses enfants, ou à Noël. Et là, bah, plutôt qu'à l'hôpital ou en unité de soins palliatifs et si on lui fait cette chimio, elle reste à l'hôpital. Donc le respect des valeurs et préférences de madame Martin et donc de son autonomie décisionnelle va activer le, principe d'autonomie. Et vous voyez que très souvent, quand on est autour d'une table, autour d'une décision comme ça collégiale à prendre, même si le patient n'y est pas directement, mais il y est juste avant et juste après et c'est enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hem, eh bien, il y a souvent 3 personnes qui donnent 3 points de vue différents et c'est ce triple éclairage qui nous permet de dire: «Nous, poursuivons ou pas les traitements et donc nous évitons et comment d'entrer dans l'obstination déraisonnable». Heu, je m'arrête là, je pense avoir donné quelques éclairages à la fois, juridiques, heu, sociétaux et médicaux et philo un peu, éthiques, sur ce qu'est l'obstination déraisonnable. J'ai pas abordé du coup, la notion d'aide, la deuxième grande partie, de notre débat qui est sûrement l'aide active à mourir ou l'aide médicale à mourir. On verra la différence entre les 2 si vous le voulez, mais voilà, je pense que j'ai tenu mon quart d'heure. Bon, merci. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main. Moi, j'ai une première question par rapport, quand a été promulguée cette loi en 2005 sur l'obstination déraisonnable, comment a réagi le corps médical et est-ce qu'il y a des médecins qui disaient que ça allait à l'encontre de soigner à tout prix? Alors, bon, il y a sûrement eu, une réaction négative de la part de certains, mais je pense qu'on y a vu davantage, une manière d'aller jusqu'au bout de la loi de 2002 et de la notion de respect du refus du patient ou du respect du fait de se trouver, mieux protégé par rapport à une éventuelle, mise en cause, de non-assistance à personne en danger, parce que c'est ça qu'on encourait avant, si on ne poursuivait pas la ventilation artificielle d'une personne dans une situation dépassée. Donc, je pense que, il y a sûrement eu, on est tous, très, très protéiformes, hein, on a tous nos manières différentes de réfléchir, donc il se peut qu'il y ait eu, des réactions négatives par rapport à ça, mais à mon avis, c'est vécu comme protecteur des 2 parties. Chacun a la possibilité d'apporter ses arguments à l'autre et de les faire entendre pour que ni l'un ni l'autre n'abuse de l'autre, vers quelque chose qui serait de l'acharnement. Donc je pense D'accord. que ça a été, c'est plus passé crème, si je puis dire, que peut-être la loi de 2002 qui, elle, était une vraie bascule anthropologique,
avec l'information, avec tous les arrêts juridiques qui avaient été pris avant, et l'inversion de la force de la charge de la preuve et cetera. Ça a probablement été beaucoup plus difficile à vivre par certains d'entre nous. 2005, non. D'accord, merci. Marc-Olivier, tu as une question? Oui, merci. Merci beaucoup, François. C'était très clair. J'ai une série de questions liées. Euh, Est-ce qu'il y a un ordre dans ces quatre principes hiérarchiques? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres? Et le lien avec l'émotion, j'ai raté s'il y avait une émotion associée à la justice. J'ai bien vu l'empathie pour la bienfaisance, la crainte pour la non-malfaisance et le respect pour l'autonomie. Et troisième question un peu liée, dans notre rapport, on a eu tendance, j'ai l'impression, mais les autres pourraient le discuter, que nous avons mis le respect de la personne, par exemple, dans ce qu'elle voudrait, dans les soins d'accompagnement, quasiment en premier. Peut-être parce que les autres nous paraissaient évidents. Voilà, et j'aurais voulu savoir si tu pouvais commenter tout ça. Merci. Alors, excusez-moi, il y a mon ordinateur qui fait des tutes, bizarrement. Alors, y a-t-il un ordre? Oui, ou non? Enfin, je m'explique. Les 4 sont, des principes qui ont été édictés, mais qui effectivement n'apparaissent pas de la même manière ou dans le même ordre, selon qu'on lit, des traités latins, français ou des traités anglo-saxons. Je m'explique, la France est un vieux pays paternaliste qui, qui n'a toujours pas fini d'arracher cette grosse carapace paternaliste malgré, les années, SIDA, malgré les lois de santé 2002, 2005, 2016 et cetera et nous, on est vraiment très, très pétris de bienfaisance et et de non-malfaisance. L'autonomie est probablement quelque chose qui motive moins, qui est moins ancré dans la culture, du soignant français, même si vraiment les choses évoluent avec nos jeunes collègues, il y a quand même beaucoup plus ça maintenant. Mais disons que si on devait présenter les choses dans un traité français, on dirait bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, justice. Quand on regarde par contre les traités, les écrits ou la façon de présenter les choses d'un point de vue, anglo-saxon, mais c'est normal, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas forcément les mêmes religions ou courants religieux qui nous animent, donc il y a forcément tout un historique. Le principe d'autonomie, il est vraiment en tête. On respecte avant tout, les valeurs et préférences du patient et on lui demande de participer à la prise de décision soit individuelle, soit collective, de façon beaucoup plus naturelle. La prise de décision partagée, par exemple, qui est le fait de mettre en regard, l'expertise, scientifique, et de l'expérience médicale d'un côté et le savoir expérientiel de la personne, malade et ses valeurs et préférences de l'autre, ce sont des choses qui nous viennent beaucoup des pays anglo-saxons. Si les premiers écrits datent de 1950 et quelques, les grands papiers sont des années 90-2000 et ça vient du Canada, d'Angleterre, d'Allemagne, et la France se rattrape petit à petit, tente de rattraper, mais voilà donc ce, il n'y a pas de il y a pas de hiérarchie, théorique, mais en pratique, selon les cultures dans lesquelles nous sommes, nous allons être plutôt imprégnés de l'un ou de l'autre. Quant au principe de justice, hem il est probablement à part par rapport aux 3 autres. C'est-à-dire que la justice, c'est, la justice au sens distributif. C'est-à-dire, l'accès équitable aux soins dont les personnes ont besoin en fonction des moyens dont on dispose et on le voit bien, c'est au premier plan quand on est en médecine de catastrophe, bien évidemment. On a 3 personnes qui ont sauté sur une mine, on n'a qu'un bloc opératoire. À qui mettons en premier sur la table d'opération? On l'a évidemment bien vu pendant la pandémie où nous avions des, moyens qui étaient limités, au plus fort du pic épidémique et où il a fallu, heu
faire des choix et ce fameux tri, hein, qui a été si mal ressenti par tout le monde, et évidemment, c'est quelque chose qui est très, très difficilement audible et on peut le comprendre. Hem, il a fait que, nous avons dû activer ce principe de justice distributive et d'équité d'accès aux soins. Mais ce principe-là est un principe plus collectif. Heu, Par contre, quand on discute d'un cas, et donc l'émotion qui est derrière, à la limite, moi je la comprends pas bien, elle est dans les traités de Pierre Lecause et je sais même plus laquelle elle est, et je pense que là, le levier émotionnel, il est nul, ou il est faible parce on est dans quelque chose de collectif et de politique. En revanche, pour les 3 premiers, on est dans quelque chose qui est au jour le jour, activable, lors de la discussion autour d'une histoire singulière, clinique, et ces 3 principes-là, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, sont des principes éminemment individuels, qui, font appel donc aux 3 émotions qui vont avec, et ceux-là, ils sont à l'échelle individuelle. Et il y avait une troisième question, une troisième partie, mais je ne sais plus laquelle c'est. C'était que nous avions eu tendance à mettre le respect, Ah oui. mais c'était pas comme émotion, c'était comme principe. Euh, Au début de notre rapport, quels que soient les sujets traités, et probablement implicitement la justice lorsque on voulait une équité sociale Alors, d'accès. le respect est plus une émotion qu'un principe, parce que si on dit respect, respecter qui? Respecter quoi? Qu'est-ce qu'on respecte? Et donc on en revient à, là, telle qu'elle était nommée dans l'exemple que je vous ai pris, c'est le respect de la personne ou le respect face à l'individu, que nous avons en face de nous. Mais respect en soi, on entend souvent ça sur un terrain de foot, le joueur qui dit: «Ah, l'entraîneur m'a pas respecté», ou parce que il lui a dit: «Bah, sois plus rigoureux sur ton attaquant». Il m'a pas respecté. Mais c'est un peu court. C'est-à-dire qu'on respecte quoi? Donc, je pense que le mot respect, vous l'avez surtout entendu au sens de respect de l'autonomie, et il vous semblait probablement plus effectivement allant de soi et naturel que le corps médical, le corps soignant respectait quoi qu'il arrive le souci d'être bienfaisant, de faire le bien et de pas, nuire. Or, ça va pas de soi. C'est-à-dire que, enfin, ça va pas de soi. C'est c'est à activer, c'est à mettre en lumière au même titre que le respect de l'autonomie, et parfois, le respect qui consiste à bien faire ou ne pas mal faire, il se met en concurrence avec le principe d'autonomie. Heu, Si on en vient, à ce sujet clé qui est celui de l'aide active à mourir, certains adversaires vont vous dire: «Oui, mais là, je ne respecte pas le principe de non-malfaisance puisque je tue». Et d'ailleurs, quand vous lisez, moi ça m'avait extrêmement choqué, le, rapport, du comité d'éthique de la Ligue contre le cancer, qui s'appelle «Éthique et cancer», le rapport numéro 42, qui doit dater de janvier 2023, et ça doit être à 1 an. Il postule, enfin quand on lit le truc, on lit que en accordant l'aide active à mourir, on s'assoit sur, ou on met de côté le primum non nocere. On accepte d'être malfaisant. Ce que je trouve, alors qu'il y a quand même des philosophes dans ce groupe, extrêmement réducteur. C'est-à-dire que on n'accepte pas d'être malfaisant, on accepte d'être bienfaisant autrement, et d'accéder au respect de, la volonté et l'autonomie de la personne. Mais vous voyez que ce mot respect peut être utilisé un peu à toutes les sauces, et la malfaisance, si on dit que à faire un acte qui attrait le décès chez quelqu'un dont le décès est de toute façon inéluctable à court, moyen ou long terme, mais si on postule que cet acte est malfaisant, on clôt tout débat. Si on estime que ça devient une forme de bienfaisance parce que ça répond à l'autonomie, du coup on rallie 2 principes, l'autonomie et la bienfaisance, autour d'une seule et même vocation. Donc vous voyez qu'on peut
C'est d'ailleurs bien pour ça que tout le monde se crêpe le chignon depuis déjà des années, depuis 1978 avec les premières discussions sur l'euthanasie et le suicide assisté, mais encore plus depuis un an et demi. C'est bien parce que on peut apporter l'éclairage qu'on veut à ces mots-là. Donc il faut à chaque fois être capable de faire thèse et antithèse. D'accord. Nathalie, tu voulais intervenir tout à l'heure, mais peut-être c'était la même question que Marc-Olivier. C'était la même question, mais du coup, j'en ai une autre. François, tu disais en introduction que tu animais pas mal de réunions dans différents services. Ce que tu viens de nous exposer, est-ce que c'est des choses qui sont rappelées systématiquement lors des réunions, un peu comme si c'était une méthode pour aborder ces sujets? Merci. Alors, non, ça n'est pas rappelé, en tout cas pas au début. C'est-à-dire que, ce que, moi je privilégie en animant ces réunions-là, au titre du comité d'éthique et en général on est, main dans la main avec les collègues des soins palliatifs, de la psychologie, enfin c'est-à-dire de tous les soins de support qui vont en complément du soin, enfin du traitement cancérologique, proprement dit. Hem, Ce que l'on fait, c'est que moi je privilégie la maïeutique et le fait que chacun mette sur la table ses arguments et qu'on laisse émerger de, tout ça, une voix dont tout le monde s'empare collectivement. Par contre, ce qu'il m'arrive très régulièrement de faire, on a eu le cas, exactement, mardi de cette semaine, c'est de dire justement parce qu'il y avait les 3 éclairages et il y a ch tout le monde n'était pas complètement d'accord sur ce qu'il fallait faire ou pas faire par rapport à justement l'obstination raisonnable ou déraisonnable autour d'une histoire d'une patiente. À un moment, j'ai récapitulé en disant: «Bah, effectivement, toi, untel, ce que tu mets en avant, c'est la bienfaisance, toi, c'est la non-malfaisance et toi, c'est l'autonomie et finalement, vous n'avez ni tort ni raison, chacun chacune. C'est en croisant les 3 qu'on aura, si ce n'est la bonne solution, du moins la moins mauvaise. Donc, je donne pas les clés, avant ou les clés, du raisonnement avant pour que vraiment les gens se sentent libres de déverser ce qu'ils ont, ce qu'ils ont à dire et y compris mais c'est exactement la même chose quand, je discute avec, une personne malade ou un de ses proches, je commence par attendre que vienne, ce qui vient du cœur et ce qui est à dire par la personne avant de, donner les règles du jeu. Et c'est après que finalement on met ça un peu, on met en musique les différents sons de cloche, si je puis dire, heu, mais on laisse d'abord la mayonnaise prendre et la maïeutique, c'est pas la même racine évidemment, mais se mettre en place. D'accord. Comment par rapport à la sédation profonde, est-ce que, on peut si on regarde, cette intervention par le prisme de ces 4 principes éthiques, heu, est-ce que on peut regarder ça sous cet angle-là? C'est-à-dire bienfaisance, non-malfaisance et cetera? Ah oui, évidemment, on peut comme toute chose, hein, je pense qu'il y a aucun domaine, c'est vraiment très, très tout terrain ces trois principes-là. Encore une fois, je mets la justice à part, ça passe partout. Et donc pour la, sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, hem, il est évident que la demande émanant de la part de la personne malade, le principe d'autonomie est crucial. Le respect de ce principe est absolument fondamental. Là où par contre, il va y avoir des tensions, ça va être dans le ressenti du côté des soignants, sur la profondeur et la durée de cette sédation profonde et continue. J'ai été, témoin, alors pas dans mon hôpital, mais à distance pour un ami, il y a vraiment très, très peu de temps, d'une sédation profonde et continue qui a été mise en place et avec donc à la demande de la maman de cet ami, et cette sédation, elle était pas bien ficelée, il y a eu plusieurs réveils et l'agonie, puisque c'était ça, a duré des jours et des jours
alors que la personne elle-même avait dit: «Je ne veux pas, moi, vivre ça ni infliger ça à mes proches». Et il n'y a pas eu véritablement possibilité d'aller plus loin parce qu'à un certain moment, la personne était considérée comme ne souffrant plus et n'ayant pas besoin d'accélérer, ou d'augmenter les doses de la molécule ou de la changer puisqu'il y avait en plus un phénomène d'échappement à c'est-à-dire que la molécule de départ n'était probablement pas la bonne. Hem et donc là, se voyait objecter la famille se voyait objecter par, les soignants le fait que, là, si vous nous demandez de faire plus et plus fort et plus vite, ce sera malfaisant. C'est-à-dire que là, il y a une volonté de tuer, pour qui est-ce insupportable? Est-ce que insupportable pour votre maman? Alors que là, après 2 réveils, finalement, maintenant, on a l'impression qu'elle dort, ou est-ce devenu insupportable pour vous? Heu, pour qui cherchons-nous le bien? Cherchons-nous le bien de la personne qui est endormie, auquel cas on peut à la limite estimer que l'objectif est atteint une fois qu'elle dort profondément, mais qui regarde-t-on également autour de nous, notamment la famille, les proches, qui vivent dans cette situation de minute à minute, de seconde à seconde, quelque chose qui est invivable et qui peut durer une demi-journée, mais également 2 jours, 5 jours, 10 jours? Est-ce que la bienfaisance n'inclut pas aussi ces gens-là? Sans parler des soignants quand ça se passe à l'hôpital, là ça se passait à domicile, mais sans parler des soignants, qui eux-mêmes vivent également cette insupportable, longueur, d'agonie. Donc, qu'est-ce que le bien? Pour qui? Qu'est-ce que le mal et pour qui? Et l'autonomie de qui respecte-t-on? Donc évidemment, pour la sédation profonde et continue, c'est une des grandes questions actuellement qui est, sur le tapis. Si elle est si peu faite, puisqu'on estime, selon une étude de l'année dernière, que seulement, 3 des patients en fin de vie bénéficient d'une sédation et 1 donc un tiers d'entre eux, d'une sédation profonde et continue. On peut se demander si c'est la bonne proportion ou s'il en manque pas un peu quand même des sédations profondes et continues qui permettraient d'être, plus équitables, justement. Eh bien, si on a tant de mal si on arrive tant à dire la loi Claes-Leonetti avec cette sédation profonde, elle est mal appliquée, trop peu appliquée, trop mal connue, et cetera, c'est aussi parce qu'on s'écharpe, les soignants ont pas tous la même vision du respect de l'autonomie et de ce qui est bienfaisant et non malfaisant. Donc oui, c'est très, à mon avis, si on en fait si peu et si mal, c'est parce qu'il y a cette peur d'être malfaisant et d'accélérer le décès, pour, la faire courte à la fin. Oui, dans le chat, il y a une réflexion de Nathalie par rapport aux études. Apparemment, il y a des études sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès ou il n'y en a pas? Parce que tu disais qu'il y a 1-3%, etc. Mais nous, on avait compris en tout cas qu'il n'y avait pas d'études justement sur, parce que ce n'était pas inscrit par les médecins à chaque fois qu'ils en faisaient une. Oui, alors il y a, à ma connaissance, une étude justement qui est sortie, en milieu d'année, que je pourrais vous faire passer, qui, chiffre, sur une période, donnée où donc c'est évidemment, il y a beaucoup de déclaratifs dans tout ça, heu, mais il y a effectivement, il y a pas d'étude prospective, c'est-à-dire dans laquelle on recueille de façon systématique du jour 1 jusqu'au jour 5, par exemple, toutes les personnes qui seraient dans telle situation et qui relèveraient ou pas avec un examen extérieur d'une personne neutre qui dirait: «Bah oui, il est en situation où il pourrait bénéficier de». Il y a très peu, mais cette étude-là, qui a d'ailleurs été reprise par Olivier Falorni, qui en avait lu le résumé, avant qu'elle ne sorte réellement, cette étude-là, elle est quand même disponible. Après, D'accord. faut jamais se voilà, je vous parlais de la médecine fondée sur les preuves tout à l'heure avec les fameux sacro-saints chiffres, qui seraient la preuve de tout. Une seule étude, un seul chiffre, ça vaut pas grand-chose. Il faut toujours plusieurs travaux que l'on croise. Là aussi, c'est un croisement de regards qui nous permet d'avoir une véritable estimation. Mais disons qu'on a déjà celle-là. D'accord. François, tu voulais poser une question. Christophe, tu voulais poser une question tout à l'heure? Oui, plutôt une précision.
quand on avait abordé la balance entre les différentes émotions, euh, vous avez déjà abordé partiellement ce qui m'intéressait, c'était plutôt la balance sur les personnes qui expriment ces émotions, et notamment sur la primauté ou non de la part de l'avis du patient quand il est en capacité d'exprimer son point de vue. Donc, vous avez dit que dans les pays anglo-saxons, il y avait une primauté apparemment de la personne. C'était moins le cas dans la culture française. Est-ce que c'est acquis que véritablement on met sur le même pied d'égalité l'avis de la personne sur la situation, ou par rapport à l'avis des professionnels, ou les professionnels conseillent et la personne décide? Ah, rien n'est acquis, euh, comme chantait Brassens, mais non, bien sûr, la manière d'évoluer dans nos mentalités à nous, soignants, elle est hétérogène et on va pas tous à la même vitesse ou à la même profondeur dans chacune de ces valeurs. J'ai entendu il y a pas très longtemps, à propos d'une discussion, assez similaire à celle dont je vous parlais il y a 2 minutes, avec les 3 éclairages qui venaient finalement apporter, une forme de vérité ou en tout cas qui se rapprochait. Un Quelqu'un disait: «Oui, mais la patiente, elle a demandé, elle veut absolument faire cette chimiothérapie et donc est-ce que à ce titre-là, simplement, ça justifie pas, de poursuivre?» Ça aurait été le respect à la lettre de l'autonomie. Les autres ont dit: «Oui, mais attention, là, pour le coup, les 2 autres principes, bienfaisance et non-malfaisance, s'activent aussi». C'est-à-dire qu'on sait que cette chimiothérapie, ne sera inutile, deuxièmement, va être toxique. Mais en tout cas, j'avais entendu juste après, voilà, tu vois, juste en aparté, au moment où on fermait la porte, c'est encore le patient qui décide. Enfin, on nous a, demandé si c'était pas encore le patient qui décidait. De quelqu'un de parfaitement humain et humaniste par ailleurs. C'est d'autant plus c'est ça qui est troublant parce que quand les mauvais avis viennent des mauvaises gens, c'est assez facile, mais quand ça vient des copains, c'est plus compliqué. Et donc, cette idée était quand même, c'est à nous de dire bienfaisance, non malfaisance. Cette notion d'autonomie-là, ça va bien, quoi. Heu, donc s il y a encore des réactions comme ça, et on est en train de s'en défaire doucement, sûrement, mais on y met le temps, quoi, et je pense que du côté, alors il y a en plus, hein, on l'entend souvent, on regarde un film américain, une série, machin, on dit, c'est le patient, la famille qui dit: «Débranchez la machine» ou, on dit au patient: «Vous en avez pour 6 mois». Une espèce de truc un peu, et donc est-ce que vous voulez le traitement ou pas le traitement? Mais c'est aussi des systèmes et philosophiques, culturels, religieux et cetera différents, mais aussi, du fonctionnement de la santé. Quand il faut payer ses soins et mettre l'argent pour dire: «Je veux, je ne veux pas», on a besoin d'activer en premier le principe d'autonomie. Ça, c'est juste un petit regard complémentaire par rapport à ça, mais pour répondre à votre question, est-ce qu'on fait le chemin? Est-ce qu'on est tous d'accord pour? Non, tout le monde n'est pas d'accord et le rééquilibrage se fait doucement, mais parfois il faut des coups de pied aux fesses, avec une loi de 2002 qui dit, «Consentement libre et éclairé». Tant qu'il y avait pas ça, on avait encore le droit d'imposer. On écrivait des ordonnances, ça ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il nous faut aussi, des stimulateurs, législatif, il nous faut de la stimulation culturelle, il nous faut de l'enseignement et il faut enregistrer l'évolution sociétale effectivement nous ne sommes plus en 2024 comme nous étions en 1964. Il y a une soif de la part des personnes de prendre leur destin en main, y compris dans le domaine de la santé, en tout cas d'y être, invités et ça, les professionnels s'en emparent, mais doucement. D'accord, merci. Donc, il y a une question de Marc-Olivier, une question également de Jean-Louis et aussi une demande d'Agnès sur l'aide active à mourir, mais on y viendra après. Donc, Marc-Olivier. Alors, le premier aspect, c'est effectivement
tout à l'heure, il faudra qu'on essaie quand même de voir comment s'appliquent ces 4 principes à l'aide à mourir, on l'appelle active ou médicale. Et la question que j'avais était liée au fait que tu as souvent dit, il y en a un qui dit ça, il y en a un autre qui dit ça. La collégialité, dans notre rapport, on a considéré que c'était important. Jusqu'où peut-elle aller? Est-ce qu'elle peut avoir des effets négatifs? Alors, jusqu'où peut-elle aller? C'était par exemple, dans la question, mais que nous traiterons peut-être une autre fois, de l'arrêt des thérapeutiques actives en réanimation, c'est-à-dire arrêter de la dialyse, de l'adrénaline, un ventilateur. Il est requis par la loi et par le bon sens et par l'éthique de décider en collégialité. Laquelle collégialité inclut le fait d'avoir informé les proches, etc., d'avoir recueilli les valeurs et préférences. Donc c'est une collégialité professionnelle, mais qui suppose d'avoir réuni vraiment tout un faisceau d'arguments pour. La grosse discussion autour de l'aide active à mourir ou l'aide médicale à mourir, parce qu'à mon avis, elle peut être que médicale, et s'il y a une aide, c'est qu'elle est active. C'est justement jusqu'où faut-il mettre ce principe de collégialité. Autrement dit, si on examine le cas d'une personne qui est demandeuse d'aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie, doit-on examiner cette demande avec un collège ou avec un professionnel ou deux qui examinerait la demande de façon plus rapide, on va dire, plus simple? Il y a des arguments pour les deux. Ce que craignent en tout cas les partisans de la légalisation de l'aide active à mourir, c'est qu'en imposant une collégialité, en imposant un cercle large, eh bien, il y ait premièrement une telle lourdeur au dispositif qu'il serait très compliqué d'avoir autour de chacun les 3 ou 4 personnes qui permettraient de véritablement croiser les regards. Tout à l'heure, je vous ai mis un nombre à 3 en disant 3, c'est quand même. Là, voilà, il y avait les 3 principes qui s'activaient et chacun modérait un peu l'autre. Donc là, c'est dire, bah oui, mais si vous attendez qu'il y ait une collégialité, vous imaginez le temps que ça va prendre, notamment dans les situations où je vais pas dire dans les déserts médicaux, mais dans les situations où la présence soignante est moindre. Deuxièmement, il va toujours s'en trouver un qui va être plutôt opposé et qui va freiner le processus. Et donc, il est quand même plus fonctionnel de faire comme en Suisse, par exemple, où avant un suicide assisté, on rencontre un médecin du monde associatif, où il serait plus rationnel de faire comme en Belgique, où on rencontre un professionnel et un spécialiste. Mais voilà, c'est une collégialité qui se réduit à quelque chose d'assez restreint. C'est difficile de répondre parce que se mêle la question de l'impératif de bien faire, d'une part, et d'examiner vraiment de façon la plus loyale possible une demande, et ensuite d'assumer jusqu'au bout, et ça peut-être on y viendra dans les quelques minutes qui nous restent en tant que professionnel du soin, le fait d'avoir décidé donc de faire, de prescrire, d'accompagner, d'être là. Donc il y a cette question-là, et puis il y a la question de la faisabilité en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est pas pareil d'être quelqu'un qui est à la maison et qui a à peine un médecin traitant et peut-être une hospitalisation à domicile avec une infirmière qui passe et un médecin plus ou moins lointain et un vieux référent qu'il n'a pas vu depuis un certain temps de neurologie ou de cancérologie, que d'être dans un service d'unité de soins palliatifs d'un grand centre de lutte contre le cancer où là, on a tout le monde à mettre autour de la table facilement. Donc, il ne faudrait pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire. Il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose d'expéditif non plus dans des régions de désert médical au motif que, ah ben oui, il faut faire simple, parce que sinon on n'y arrivera jamais, et donc il faut mieux que ce soit rapide et activable, parce que sinon en Creuse, il n'y aura jamais personne qui aura accès à. Il ne faut pas que, pour autant, bah, du coup, la demande soit examinée de façon expéditive et qu'on n'ait pas mis autour du patient l'expertise nécessaire sur
sa douleur physique, sa douleur psychique, les traitements dont il a eu besoin, etc. Et puis ensuite, tout ce qu'il faut pour que l'accomplissement du geste et l'accompagnement soient professionnellement assumés. Donc, il y a un mélange de questions éthiques et de questions organisationnelles et politiques. Et ça, évidemment, c'est ça qui rend la complexité majeure de la question. D'accord, merci. On va sans doute déborder un petit peu, mais je pense que, enfin, si tu en es d'accord, François. Ah, tout va bien, moi. Voilà. Alors, Jean-Louis, à toi. Oui, donc moi j'ai quelques questions concernant justement la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je me pose la question de savoir comment est-il possible de savoir si la personne souffre ou pas pendant cette sédation. Et indirectement, je me pose une question complémentaire justement qui est liée à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que cette sédation profonde et continue peut-elle s'exercer aussi facilement à domicile que par exemple dans une unité de soins palliatifs? Et Alors, faut-il mieux justement que la personne aille à l'hôpital pour cette sédation? c'est des super questions et je vais essayer de faire vite et bien. La première, comment est-ce qu'on sait que la personne souffre? Alors, on peut savoir en grande partie, mais on peut probablement pas savoir en totalité. C'est-à-dire qu'il y a des marqueurs indirects, et ça, en réanimation, on est très, très habitué parce que même s'il ne s'agit pas de sédation profonde et continue, il s'agit de sédation tout court pour maintenir quelqu'un endormi, pour qu'il ne souffre pas de la ventilation mécanique, et cetera. Et on a beau le savoir endormi, on a toute une série de stigmates qui nous permettent de voir indirectement s'il y a probablement souffrance, notamment physique. Alors quand on est en réanimation, on regarde si au moment où on fait la toilette et on vous met sur le côté, pour, vous laver, on vous mobilise, on vous plie la jambe alors qu'elle était auparavant, tendue. Bien, est-ce que le rythme cardiaque s'accélère, la fréquence respiratoire augmente ou la tension artérielle fait un bond? Alors que la personne est complètement endormie. Mais s'il y a tout ça, ça veut dire que probablement elle est pas bien endormie. On peut également lire sur le visage et il y a des échelles de visage qui, permettent de, regarder s'il y a des moments de crispation, qui, laissent augurer que probablement il y a, une souffrance physique non complètement résolue malgré le fait qu'il y ait aucune voix qui s'exprime. Évidemment parce qu'on a un tuyau dans la bouche ou parce qu'on est complètement endormi, mais pour autant il y a quand même des manières, je vous dis, soit par le pouls, la fréquence respiratoire, et cetera, soit par, quand on n'a pas tout ça, les visages, ou les crispations, et cetera, de dire, il faut faire mieux. Et ça, dans la sédation profonde et continue, il y a toujours 2 types de médicaments qui sont administrés. Il y a un médicament qui est à base de morphine et qui, lui, joue très prédominamment sur la douleur, mais également l'inconfort respiratoire, c'est-à-dire que ça diminue la sensation d'étouffement, si elle avait lieu. Et puis, il y a un autre médicament qui est du genre Valium, mais amélioré, ce qu'on appelle des benzodiazépines qui, elles, endorment d'une part et calment l'anxiété d'autre part. Et sur cette deuxième partie-là, arriver à soutenir mordicus que, la personne n'a pas un résidu, bien que parfaitement endormi, même avec l'échelle des visages, la tension, et cetera, mais qu'il n'y a pas quelque chose d'intérieur qui serait, spirituellement, émotionnellement, encore souffrant, je pense qu'on ne peut pas complètement l'affirmer. On peut simplement dire qu'à tel niveau de dose de médicaments prescrits et d'échelle de visage, et cetera, en faisant la corrélation entre les 2, probablement la personne ne souffre pas, mais bien malin qui peut en le jurer. Y a-t-il des études justement à ce sujet, pour, essayer d'améliorer notre connaissance? Oui, alors il y a des travaux, mais ça je les connais pas bien, Régis Aubry saurait mieux répondre là-dessus, probablement parce que, il est plus dans le cœur de ce sujet-là. Hem, c'est des études qui sont évidemment difficiles à mener parce qu'on peut faire un parallèle avec, des études qui sont menées et là pour lesquelles on a réellement, des données sur le patient d'anesthésie
ou le patient de réanimation, où là, on a tous les électroencéphalogrammes ou des méthodes plus modernes maintenant, enfin, mais apparentées à ça, qui nous permettent de dire, il y a encore ou il n'y a pas du tout de fonctionnement cérébral. Donc ça, on peut le dire avec les doses et les situations qu'on rencontre au bloc opératoire et en réanimation. Pour arriver à dire la même chose avec des situations différentes qui sont celles de la mort qui arrive, et donc toutes les souffrances existentielles qui peuvent en plus se mêler à tout ça, je pense que c'est évidemment plus compliqué. Et puis, autant en réa et en anesthésie, on peut demander au patient ce qu'il en a pensé quand on le réveille, et voir parfois s'il y a des souvenirs qui nous sont formulés, genre, je sais très bien que on a tous vécu ça, hein, des gens qui nous disent, on les rencontre 3 semaines après, «Vous vous appelez, machin et votre voix me rappelle», alors que normalement il dormait. Donc évidemment, par contre, c'est bien plus difficile, voire impossible en situation de fin de vie. Très bien, merci beaucoup. Votre deuxième question était? Donc la deuxième question était sur les conditions opérationnelles, si on peut dire comme Ah ça, oui, 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 de oui. cette sédation profonde et continue, selon si elle a lieu à domicile ou à l'hôpital. Alors, là, je vais faire très, très vite puisqu'on arrive au bout du temps, mais enfin pour vous, moi ça va. Évidemment, c'est plus facile à l'hôpital. À l'hôpital, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les molécules qu'on veut, il y a la possibilité de surveiller, il y a vraiment tout ce qui est nécessaire pour mener les choses, en tout cas techniquement, à bien, de façon optimale. À domicile, c'est beaucoup plus, dépendant des conditions, d'accompagnement dont on bénéficie avec, une hospitalisation à domicile palliative, présente, pas présente. Comment est-ce qu'elle est armée en termes d'effectifs médicaux, paramédicaux parce que normalement on est censé être joignable 24 heures sur 24 et assurer, si ce n'est une présence, mais au moins la possibilité de venir, à tout moment. Il y a des services d'hospitalisation à domicile qui le permettent vraiment très bien, ça peut très bien se passer et d'autres vraiment pas bien. Je vous invite à relire, si vous ne l'avez fait, la tribune de Véronique Chenaille-Schaeffer, dans Le Monde, en avril, mars ou avril, je crois que c'était avril, 2023 évidemment, qui, raconte véritablement cette histoire de sédation profonde et continue à la maison qui a été considérée comme pas possible par, le prestataire, et donc il a fallu ramener à l'hôpital, ramener en USP plutôt, ce monsieur en cours de décès qui ne voulait absolument pas aller à l'hôpital. Et donc le curseur devrait être: est-ce qu'il vaut mieux la maison? Est-ce qu'il vaut mieux l'hôpital? Le curseur, alors là, pour le coup, je pense majeur, ça doit être la volonté de la personne et de la famille, et d'éviter, si on ne veut absolument pas mourir à l'hôpital ou en USP ou quoi que ce soit, il faut tout faire pour, et donc il faut mettre les moyens pour. Quand je vous racontais l'histoire de cette maman d'un ami, il y a quelque temps qui a vécu cette situation avec même quelques réveils, et je vous disais la 1re molécule était probablement pas la bonne parce qu'en fait, elle était déjà prescrite depuis tellement longtemps qu'il y avait une accoutumance de l'organisme, et donc en discutant avec cet ami, je dis: «Mais on devrait pouvoir remplacer par telle autre molécule», et là, en l'occurrence, le réseau, d'hospitalisation à domicile qui par ailleurs était top, mais n'avait pas cette molécule. Donc à l'hôpital, c'est sûr, on n'a pas ce problème. À la maison, on est dépendant, bah, évidemment, à la maison, c'est comme chez soi, mais c'est pas comme à l'hôpital, mais ça devrait être le plus près possible. Donc le marqueur pour moi, c'est, que veut la personne? Et que peut assumer la famille également? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit à la fois, respectueux de la volonté de la personne, mais également du fait que tous les gens qui sont autour d'elle vont avoir à accompagner, à vivre ça, à vivre le deuil, à vivre l'après, et qu'il faut vraiment mettre en place un accompagnement qui va du avant au pendant jusqu'à l'après. Très bien, merci beaucoup. Merci, François. On va terminer par la question qui n'est pas des moindres d'Agnès, qui demande ta position et enfin, ce que tu peux argumenter sur l'aide active ou l'aide médicale à mourir.
Alors, oui, je peux argumenter. Ma vision, juste en préambule, n'est pas la vision majoritairement, partagée par, mes confrères, mais c'est quand même une vision qui est partagée par beaucoup d'entre eux. Et et donc la tribune qu'on a fait paraître avec, Valérie Ménage dans Le Monde, début septembre, avec 103 signataires, en attestait. Les groupes de travail, les focus group que j'ai fait à Gustave Roussy sur, la vision des soignants de tout type, hein, médecins, pas médecins. Là aussi, elle montrait une grande hétérogénéité. Il y a des pour, il y a des contre, et cetera. Donc c'est pas aussi, totalement contre qu'on pourrait se l'entendre dire, on va dire. Il y a beaucoup plus hem alors, chez mes collègues de soins palliatifs, globalement, avec qui pourtant je travaille tous les jours et en très bonne intelligence, il y a une vraie position contre, quasi unanime. Pas chez tout le monde, hein, dans nos signataires de la tribune des 103, Michel Lévy-Soussan, pourtant médecin de soins palliatifs, a signé. Donc même là, c'est pas unanime, mais c'est vrai que on va trouver des professionnels qui sont davantage pour chez, des cancérologues, des neurologues, par exemple, plus qu'en soins palliatifs et peut-être aussi en proportion, c'est ce que montrent un certain nombre d'études, plus chez les infirmiers que chez les médecins. Après, quelle est ma position dans tout ça? Aide active ou aide médicale? Ben, voilà, moi j'en fais pas mystère. Pour moi, il faut que ce soit médical. C'est-à-dire que le médecin, et c'est vrai pour, celui qui a accompagné, Kafka qui était en train de mourir de tuberculose laryngée ou celui qui a accompagné, Spinoza, en lui donnant en tout cas ce qu'il fallait pour mourir. Il est à la fois le technicien et le frère. C'est-à-dire que c'est un accompagnement pour moi, d'ordre médical, technique et un accompagnement fraternel. Et que donc à ce double titre, nous devons être là et notamment ceux qui sont déjà là, dans l'accompagnement du patient. C'est-à-dire que, le médecin de soins palliatifs ou l'équipe de soins palliatifs qui s'en occupe, même si je sais que là, encore une fois, comme je vous disais, pour l'instant, ils ne sont pas prêts à ça, mais, pour moi, ils auraient un rôle important dans ce positionnement précoce, ou le médecin ou le médecin traitant et ou le cancérologue et ou le neurologue, bref, tous ceux qui sont intervenus et qui sont des familiers du patient heu comme le docteur Meyer avec Spinoza et donc, hem, dans l'examen de la demande, déjà, il faut que dans l'idéal, quand ces gens-là existent, ce qui ne résout pas la question des situations où vraiment il y a pas de médecin traitant, il y a pas de spécialiste, on est très, très isolé et cetera, mais s'il y a présence de ces gens-là, l'encadrement de l'examen de la demande doit être, à mon avis, endossé par le corps médical. La prescription, évidemment, elle sera médicale, mais on peut nous objecter qu'à la limite, c'est une prescription un peu standard et qu'elle pourrait, il suffirait d'appuyer sur on et en sortirait une ordonnance. Bon, OK, moi je pense que c'est quand même comme toute prescription, c'est un geste médical et qu'il est hors de question qu'il y ait un bouton poussoir, sur lequel on appuierait, et que ça doit être évidemment du cousu humain et singulier et 3e étape, après la décision c'est-à-dire l'examen de la demande, deuxièmement la prescription, bah, c'est troisièmement la réalisation, et l'accompagnement qui va, avec, pour être encore une fois, attentif au après. Il faut à mon sens que là aussi, il y ait et cette expertise qu'ont les médecins, ou les soignants en général, et cette fraternité de: «J'ai été là au début, donc je suis là à la fin». C'est ma position. Elle n'engage, entre guillemets «que moi» et les quelques, amis qui partagent cette vision-là. Je sais que, alors quant au fait que, faut-il que ce soit le médecin qui fasse ou le patient qui fasse, c'est-à-dire est-ce que euthanasie ou suicide assisté? J'aurais tendance à dire, bah, ça dépend de ce que veut ou peut, la personne. Premièrement, si déjà, elle n'a aucun moyen physique, du fait de d'un, de paralysie, avancée et cetera, de procéder à l'acte, bah, il faut qu'on le fasse pour elle, premièrement, ça va de soi. Deuxièmement, si la personne ne veut pas elle-même, heu, se suicider, si je puis dire, et veut y être aidée, ben,
à mon sens, notre rôle peut aller jusque-là et je persiste à dire que pour moi, c'est aussi du soin, un ultime soin. Je sais que, encore une fois, nombre de mes collègues de soins palliatifs notamment et pourtant des gens très, très humains et là-dessus, il y a vraiment aucun on s'écharpe, par tribune interposée, mais moi je les respecte beaucoup, mais ne sont pas sur cette ligne-là. En disant, «Ça n'est pas ma mission. C'est trop, copernicien comme révolution pour que je puisse faire ça». C'est-à-dire que j'aurais le sentiment d'avoir vécu mes 50 premières années de vie ou 30, comme soignant, en devant tout d'un coup, faire autre chose. Je l'entends, pour autant je suis pas d'accord. Voilà, pour moi, on est, dans les situations qu'on accompagne, sur lesquelles on est sollicité, on est là de A jusqu'à Z. Telle est ma position. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je pense que on va s'arrêter là. Et puis vraiment Marc-Olivier a une main qui se lève. Alors, c'est Jean-Louis, tu avais une Non, question? c'est un applaudissement. Voilà, c'est Ah un pardon, applaudissement. ah c'est gentil, pardon. Oui. Non mais avec D'accord. grand plaisir, hein, vraiment d'échanger avec vous, c'est c'est vraiment un très, très, très grand plaisir et ça m'aide moi à mettre également parce que toutes les idées que je vous ai données là, elles ne me sont pas venues naturellement. On aurait eu cette discussion-là il y a 1 an et demi. J'aurais probablement été, dans une situation d'accord pour une exception d'euthanasie, quelque chose de plus singulier, de moins légiféré. Et puis c'est en mettant mes idées noir sur blanc et en échangeant beaucoup, y compris avec la convention, d'ailleurs je pense que mon avis, il a mûri entre le début de la convention et la fin de la convention, entre mi-décembre et 2 avril, j'ai avancé et donc vraiment merci à vous en fait, parce que c'est comme ça que nous aussi, côté soignant, nous avançons. Oui, et nous aussi, on avance aussi grâce à ces conférences et à ton intervention. Merci beaucoup. Avec grand Merci Merci plaisir. beaucoup, François. Bonne Merci, soirée à merci tous et François. tous. Merci. Que Merci Dieu à vous vous. Merci beaucoup. Merci À une beaucoup. à une Merci prochaine fois. François.